Synergie de l'Urtelgui en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication pour évoquer les différents sujets à l'occasion de l'an 3 du CNRD. La Dame Nature a doté la Guinée de richesses minières que d'aucuns qualifient d'inestimables. Le pays regorge la plus grande réserve de minerai de fer dans le monde, le minerai de fer de Simandou. Certains médias l'ont même surnommé le fantasme des miniers et des autorités guinéennes. En son sein, 2,4 milliards de tonnes de minerai de fer. L'exploitation du mont Simandou est à l'actif du CNRD qui a su déjouer tous les coups tordus au gré des convoitises des miniers parmi les plus puissants au monde. Une véritable ouverture économique. Il faut le rappeler pour le pays avec la réalisation des infrastructures au bénéfice de la Guinée. Devoir de mémoire. Il faut le rappeler également, quelques jours seulement après le coup d'État du 5 septembre 2021, le chef de l'État avait réuni tous les miniers présents dans le pays pour leur délivrer un double message. Le premier, garantissant la pérennité des conventions minières accordées dans la limite de leur conformité légale, bien sûr. Secondo, et le respect de leur engagement en termes de production et de respect fiscal et environnemental sous peine de perdre les permis accordés. Et qui parle de mines parle forcément d'infrastructures routières et autres. Dans ce sens, le CNRD n'a pas lésiné sur les moyens. Le constat est palpable. Environ 2000 kilomètres de route en moins de 3 ans, selon les autorités. Malgré les contraintes, l'économie guinéenne est restée résiliente. L'infrastructure, en tout cas, l'inflation plus ou moins maîtrisée. L'atteinte des objectifs n'est plus loin. Tout n'a pas été rose. Certes, raison de plus de faire un bilan à mi-parcours. Mesdames et messieurs, le parcours a été tumultueux, tenté d'embûches. L'eau a coulé sous les ponts, mais les autorités ont toujours su prendre la balle au rebond. 5 septembre 2021, 5 septembre 2024, 3 ans déjà. Que peut-on retenir de la gestion des secteurs miniers, des secteurs des finances et de l'économie, également des travaux publics que nous allons parler ici, dans cette émission, les acquis et les faiblesses. C'est avec les différents chroniqueurs qui m'accompagnent dans cette émission et nos invités et prestiges qui sont sur ce plateau avec moi. Je commence à ma droite avec nos invités. Sur ce plateau, nous avons Dr Mahamoudou Touré, il est secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Docteur, bonjour. Bonjour. Monsieur Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère des Mines. Bonjour. Bonjour. On a également Monsieur Ismaël Diakité, qui est représentant du Union Consortium Simandou, par ailleurs président de la Chambre des Mines. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Monsieur Aboubakar Koulibaly, qui est directeur général de Rio Tinto. Bonjour. Bonjour, plaisir d'être ici aussi. Oui, à ma gauche, mes confrères, il faut le dire. Amadou Mbone, Kerno Amadou Mbone, bonjour. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Diallo, bonjour. Bonjour. Bonjour Aboubakar Junior Camara. Bonjour à tous. Puisque nous parlons de différents secteurs, nous allons avec vous commencer par le secteur des mines aujourd'hui qui occupe le centre des débats avec ce projet Simandou Mbone. Oui, effectivement, on a le privilège d'avoir monsieur le secrétaire général du ministère des Finances, de l'économie et des finances, mais aussi d'autres acteurs qui interviennent dans le cadre de ce projet minier. D'abord, la question que moi je me pose, quelle a été la plus-value à partir du 5 septembre? C'est un projet qui est là depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a changé à partir du 5 septembre sur le projet Simandou? Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Camara, pour cette question. C'est avec un sens de responsabilité que je me retrouve face à vous et face à vos millions de téléspectateurs dans le cadre d'informer les citoyens guinéens par rapport à ce qui s'est passé depuis le 5 septembre jusqu'à présent. C'est une démarche de responsabilité, de redevabilité, mais aussi de transparence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant? Je voudrais quand même peut-être essayer d'apporter une petite précision en disant que le secteur minier, c'est un sous-secteur du secteur secondaire. En ce qui concerne le ministère de l'économie et des finances, c'est l'ensemble de l'économie guinéenne, c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur le secteur minier? Parce que le secteur minier, c'est le secteur qui tire la croissance de l'économie guinéenne.
Pour un projet aussi important que Simandou, vous avez bien fait de rappeler, il y avait quand même des préalables. Ça fait des années et des années qu'on en parle et il a fallu l'arrivée du CNRD au pouvoir pour qu'on puisse justement déblayer le terrain, aller jusqu'au niveau des négociations, sécuriser les financements et lancer la phase qu'on appelle de construction. Depuis le 7 septembre jusqu'à maintenant, on a réussi à signer les différents accords de convention, à mobiliser les financements à travers les différents partenaires, à créer une entreprise qu'on appelle Transguinéen, qui intègre aussi un certain nombre de partenaires au développement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, qui est quand même un projet majeur. Dans le cadre de la phase de construction, l'impact s'est fait déjà ressentir sur notre économie. Nous avons un taux de croissance pour cette année, grâce entre autres à l'apport du secteur minier, de 7,7% qui est prévu. L'année prochaine, nous nous attendons à 7,8% de croissance et les années d'après, nous allons être à des taux de croissance de 2 chiffres. Tout ceci pour vous dire que le secteur minier, qui jusque dans un passé relativement récent, contribue à plus de la moitié du taux de croissance et derrière le chiffre de croissance, c'est des emplois qui sont créés et derrière ces emplois, c'est des familles guinéennes et derrière ces familles guinéennes, c'est aussi les permettre d'avoir des conditions de vie meilleures en termes d'accès aux services de santé, en termes d'accès aux services d'éducation, en termes aussi de pouvoir se sentir important dans la société parce que vous avez une source de revenus, vous devenez économiquement autonome. Donc tout ceci, grâce aussi à la contribution du secteur minier, grâce à la phase de construction du projet minier qui est en cours. Et vous imaginez quand on rentrera dans la phase commerciale, quel va être l'impact sur l'écosystème économique guinéen, sur la réduction de l'incidence de la pauvreté. Peut-être monsieur le secrétaire général du ministère des Mines, l'une des premières actions du chef de l'État, en tout cas en termes de déclaration, c'était de dire aux acteurs du secteur que la transition n'entraînera pas de révision, en tout cas de changement au niveau des conventions. Sauf que certains critiques, par rapport au projet Simandou notamment, pensent que les nouvelles négociations qui ont eu lieu, les nouveaux accords qui ont eu lieu, sont une remise en cause des accords qui existaient avant et qui pourraient expliquer une certaine absence de stabilité à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer? Parce qu'il y a d'autres sociétés aussi qui sont concernées par des mesures que vous entreprenez au niveau du ministère. Comment expliquer que l'engagement du chef de l'État au Palais du Peuple de ne pas revoir les contrats miniers sera respecté pour rassurer nos partenaires qui investissent dans ce secteur? Merci pour cette question très importante. Moi, je vous dirais tout simplement que le président a dit une chose qui a été respectée. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu les conventions minières et que vous voyez ce qui se met en œuvre aujourd'hui, le cas de Simandou en est l'exemple, l'État prend ses responsabilités à travers l'engagement du chef de l'État à mettre en œuvre les dispositions dans les différentes conventions et contrats miniers. Simandou en est un exemple, comme je le disais. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on est en train de ramener les différentes sociétés qui avaient dans leur convention la construction de raffineries. Tout le monde en sait aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a pas de raffinerie. Aujourd'hui, on est en train de relever ce défi. Toutes les sociétés qui ont dans leur convention la construction de raffineries sont en train aujourd'hui de négocier avec l'État pour la mise en œuvre dans les meilleurs délais de ces conventions. Et quand je prends le cas de Simandou, qui est aujourd'hui le projet phare de notre pays, ce qui a été le plus difficile, c'était de mettre les parties ensemble pour mettre en place un vrai co-développement du projet. Aujourd'hui, je crois que les représentants des partis sont là et c'est un fait. Avec le leadership du chef de l'État, l'état qu'il a donné a permis aujourd'hui d'avoir des résultats concrets. On rentrera peut-être dans les détails sur Simandou. On est arrivé à un point de non-retour. Le projet il est irréversible et on parle d'aujourd'hui de la création de 20 000 emplois directs sur le Simandou et peut-être plus du double pour les emplois indirects.
et tout ce qui a dit le secrétaire général du ministère des Finances avec l'effet sur les autres secteurs. Je crois que les sociétés minières, avec nous travaillons. Moi, personnellement, nous sommes en train de travailler sur toutes les conventions et déjà, nous sommes en train de mettre en place une task force. La task force qui s'appelle sécurisation des revenus miniers, qui met autour de la table tous les acteurs pour que nous fassions le point sur la mise en œuvre des conventions. Souvent, on nous pose la question, alors il y a beaucoup d'exonérations dans telle convention, il y a beaucoup de ceci, mais au fait, les gens ne lisent pas bien les conventions. Les exonérations ont leurs raisons, mais il faudrait que nous nous mettions sur la table, les sociétés et nous, pour savoir où on en est dans la mise en œuvre des conventions. De façon générale, les sociétés qui sont dans la bauxite, par exemple, qui ont commencé vers les années 2018-2019, aujourd'hui, par exemple, ils ne doivent plus être dans ces exonérations-là. Donc cette task force-là sera là pour veiller à la mise en œuvre des recommandations et des obligations et exigences dans les conventions. Voilà. Bien. Nous allons nous tourner certainement au mot vers les partenaires, les partis qui sont déjà présents ici, puisqu'on parle d'une partie. Aujourd'hui, on a en face de nous le représentant de l'Union Consortium Simandou et le directeur général de Rio Tinto. Alors, concernant Simandou, c'est-à-dire c'est un projet que les Guinéens attendent. Pour vous, en quelle année ou à quelle période pourrait-il s'attendre à des retombées dans la vie de tous les jours? Vous avez parlé de création d'emplois directs et indirects. Et à quel moment cela sera mis en place? En accord avec le ministère qui s'occupe de ça, des mines. Écoutez, madame, les retombées se font sentir depuis quelques années. Les retombées sont de plusieurs natures. Il y a tout ce qu'il y a comme apport de capitaux étrangers dans le pays qui contribue à approvisionner les comptes en matière de devises. Il y a tout ce qui est distribué comme salaire aux travailleurs. Il y a tout ce qui est payé en termes de rémunération des prestataires pour les achats locaux, pour les prestations diverses, parce qu'on a des sous-traitants qui sont sur le terrain. Donc aussi bien la phase d'étude, de construction, que la phase de réalisation, il y a des retombées. Il y a un ruissellement continu de tout ce qui est apporté comme capitaux dans le pays sur les différents acteurs locaux. Donc cet apport, il est réel, il est visible dans les balances de l'État et il est visible dans les poches des travailleurs. Donc c'est du concret. Maintenant, l'amplification de ces effets-là va se faire au fur et à mesure qu'on arrive à l'accomplissement de tous les travaux nécessaires au projet, à l'achèvement du projet. Ensuite, ça va davantage s'amplifier lorsque la production va commencer. Donc aujourd'hui, on est en pleine phase de construction. Donc comme le disait M. le secrétaire général, il y a des emplois directs et indirects qui sont des sources de revenus constants pour les travailleurs. Il y a aussi la rémunération de tous les services liés à nos prestataires, à nos sous-traitants divers. Donc c'est de l'économie réelle qui se passe maintenant autour de Simandou. Et ça ira crescendo, puisqu'on va arriver en 2024, fin 2025, vers l'achèvement du projet. Ensuite, la première tonne de minerais va commencer à être exportée et les revenus vont commencer, aussi bien pour les partenaires industriels que pour la CTG, qui va être propriétaire et opérateur des infrastructures essentielles liées à l'évacuation du minerai sur les marchés. Puisqu'on parle de mines, aujourd'hui, est-ce que le Guinéen lambda qui nous regarde à la télé peut espérer que les mines vont en tout cas permettre un véritable décollage économique pour la Guinée? Je n'apprends à personne que depuis 20 ans, la Guinée repose en grande partie sur les revenus issus du secteur minier, que ce soit de façon directe ou indirecte. Donc, pour répondre directement à votre question, oui, il y a des effets palpables et il y a la continuité de ces effets dans le temps au fur et à mesure que le projet avance. Donc, c'est du réel et c'est du véritable. Maintenant, comment ça va être vraiment la vraie locomotive de l'économie, ceci va se passer lorsqu'il va y avoir la mise en exploitation à plein régime. Donc on va atteindre les 100-120 millions de tonnes par an ou plus. Et lorsqu'il va y avoir davantage de diversification
comment on appelle, des activités minières en Guinée. Il n'y a pas seulement que la bauxite qui produit des effets, le fer va en produire, comment on appelle, l'or déjà en produit, et il y aura d'autres minéraux qui vont être exploités. Donc, il faut compter avec le secteur minier pour continuer à soutenir l'économie guinéenne. Mais cela n'exclut pas qu'on regarde dans d'autres directions parce qu'on est encore, comme je l'ai toujours dit dans mon narratif, on est dans le domaine des ressources non revenables. Un jour, ça va finir. Bien. Donc, il faut se préparer à l'après-bauxite, à l'après-mine. Et c'est maintenant que ça se passe. Bien. Oui, Junior. Oui, moi, ma question, c'est au secrétaire général du ministère de l'économie. À l'entendre parler, il parle de la croissance qui est aujourd'hui à 7%. Mais est-ce que cette croissance se répercute sur le panier de la ménagère, c'est-à-dire la vie de la population? Parce qu'on a comme l'impression que parfois on peut nous parler de la croissance jusqu'à 2 chiffres, mais éventuellement, quand vous allez, le marché est toujours cher. Ça, c'est ma première question à monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Exactement, ma question était sur la fin mine, mais comme il en a parlé, aujourd'hui, nous avons l'impression que la sortie de nos ressources minières n'obéit pas au principe quand le contenu local n'est pas respecté et quand il n'y a pas un projet bancable de transformation sur place afin de rentabiliser davantage, parce que ça continue de sortir à l'état brut. Est-ce que c'est une exigence pour l'État de contraindre toutes les sociétés minières de construire éventuellement des industries de transformation avant l'exportation de nos ressources? Oui, nous allons commencer par la première question concernant l'économie et la finance. Merci beaucoup pour cette question qui est récurrente. La croissance économique, c'est un chiffre, mais ce que les gens attendent, c'est de savoir comment cette croissance se répercute sur l'ensemble de la population. Il faut comprendre qu'au-delà de la question de la croissance, on est en train de parler de l'enrichissement d'un pays d'une année à une autre. Lorsque la richesse créée augmente, on parle de croissance économique. Lorsque cette richesse elle est constante, on ne parle pas de croissance économique. Lorsque cette richesse baisse, on parle de récession. Alors, comment la croissance économique se répercute sur les populations? Il y a plusieurs canaux. Je suis du ministère de l'économie et des finances, dont la mission est de gérer l'économie, gérer les finances. Dans le cadre de la création de la richesse, il y a une partie qui est ponctionnée sous forme d'impôts et de taxes. C'est ces impôts et ces taxes qui constituent les recettes de l'État. Et ces recettes de l'État sont utilisées dans le cadre des dépenses publiques. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais ces recettes permettent de faire face au service de la dette. Ces recettes permettent de payer le personnel de l'administration publique. Chacun de vous ici a au moins un parent qui est fonctionnaire, donc qui bénéficie des résultats ou des retombées de la croissance économique qui est créée. Il y a aussi l'achat des biens et services. Ces biens et services-là sont achetés auprès des entrepreneurs locaux. Et ces entrepreneurs locaux bénéficient aussi des retombées de la croissance qui est créée à travers les contrats qui sont signés, à travers les paiements qui sont faits, et ces paiements leur permettent de générer des revenus pour pouvoir faire face non seulement à leur vie familiale, mais pour aussi s'agrandir en termes de réinvestissement. Le fruit de la croissance est aussi partagé à travers les transferts et les subventions qui sont payés. Il faut quand même que je rappelle ici que c'est grâce à l'avènement du CNRD et à sa tête le général Mamadou Doumbouya que les pécules, les primes des étudiants ont été revalorisées. Et cet argent-là ne vient pas d'ailleurs, vient du fruit de la croissance. Et le dernier point, pas des moindres, c'est les investissements qui sont réalisés. C'est grâce à la croissance économique qu'on réalise les investissements. Et aujourd'hui, nous avons des routes qui sont construites partout à travers le pays. Il ne faut pas qu'on oublie. Entre Kindia et Conakry, dans un passé relativement récent, on s'est tapé 8 heures de route. Et aujourd'hui, en moins de 2 heures, la célérité, ça joue même sur notre espérance de vie. On gagne en temps, on gagne en espérance de vie, on devient efficace. Et cela permet aussi à ceux-là qui produisent dans les zones traversées par ces infrastructures de pouvoir
avoir accès aux débouchés et vendre leurs produits, c'est aussi des revenus, c'est aussi leurs conditions de vie qui s'améliorent. Au-delà, la croissance économique joue un rôle majeur sur notre économie. Et je sais aussi qu'il y a un aspect qui interpelle beaucoup les gens sur le fait qu'on parle de la croissance économique, on parle de la performance économique. La performance économique de la Guinée se mesure aussi à l'aune de ce qui se passe dans les autres pays. On a un taux de croissance moyen aujourd'hui qui est au-dessus de 5%. Pour les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est 3%. Pour le monde entier, c'est 2 et quelques %. C'est autant d'efforts faits pour créer cette richesse, mais c'est autant d'efforts faits pour redistribuer cette richesse. Et sans parler aussi du secteur de la santé qui bénéficie de beaucoup d'accompagnement. Pour la première fois, le budget du ministère de l'Agriculture a été multiplié par plus que 2. Et qui sait aussi que l'essentiel de la population guinéenne est rurale. C'est des gens qui vivent aussi de l'agriculture. La protection sociale, l'éducation, l'investissement dans le capital humain, qui est quand même un élément essentiel dans la fonction de production. Parce que la fonction de production est guidée par deux choses. C'est le capital et le travail. Mais monsieur le secrétaire général, moi, Abdallah, si tu me permets, au fait, on pense comme le Guinéen qui se retrouve dans mon champ au village. Aujourd'hui ou hier, par exemple, à l'avènement du CNRD, on a parlé du maintien des accords internationaux. Et parmi ces accords, vous avez parlé de la dette extérieure, il y avait l'accord cadre de 21 milliards de dollars avec la Chine, qui devait être investi dans plusieurs secteurs. Mais aussi, ce gouvernement propose encore le plan de référence intérimaire qui est estimé à plus de 12 milliards de dollars. Et les partenaires techniques et financiers sont au ministère de l'économie et des finances tout le temps pour rapprocher les positions. Si on a 21 milliards de dollars en Chine avec le maintien des accords internationaux, pourquoi pas continuer à orienter le projet pour nous permettre, parce que parler de la dette intérieure. C'est aussi une question d'actualité qui porte sur les opportunités que nous avons en termes de financement de notre économie. Ce que vous devez savoir, les financements extérieurs, même s'ils sont à portée de main, sont contraignants. Il y a ce qu'on appelle des actions préalables, des conditions que nous devons remplir. Et ces conditions se remplissent à l'aune du temps, au prix des négociations. Et tout à l'heure, on parlait de Simandou. Aujourd'hui, on parle de fruits de Simandou. Après combien d'années de négociations? Après combien d'années de négociations? Donc, les opportunités de financement existeront toujours. Au-delà même de 20 milliards. Encore faut-il que nous soyons aussi disposés à proposer des projets qui puissent être financés par ces partenaires. Encore faut-il que nous entamions des discussions. Et aujourd'hui, les 20 milliards dont vous parlez sont utilisés en partie, sont même en cours d'utilisation. Parce que le financement de la route dont je viens de parler vient de là. Et il y a aussi d'autres appuis que nous bénéficions dans ce cadre. Ce n'est pas de l'argent liquide qui est disponible qu'il faut aller chercher. C'est toute une démarche qui nous permettra de mobiliser ces ressources. Et aussi, aller chercher ces ressources, il faut que nous fassions preuve de garantie. Et ces garanties-là ne sont rien d'autre que la stabilité politique, sociale, économique. Avoir aussi un environnement des affaires qui soit enviable. C'est autant de réformes qui ont été initiées qui nous a permis d'atteindre des résultats assez tangibles sur ces questions, mais je pourrais revenir là-dessus si le temps nous permet. Bien, allez, on va revenir sur l'autre question portant sur les mines. Hein. Sur les mines, exactement. Oui, est-ce que vous pouvez reprendre la question? C'était de savoir si la transformation de les ressources, parce qu'on voit que ça va à l'état brut, est-ce que ce n'est pas une perte pour notre économie, dans la mesure où parfois on n'a même pas la capacité de contrôler la teneur ni la composition, parce que s'il y a l'or, il y a diamant dedans, on ne sait pas. Bien, donc on va se tourner vers le directeur général de Rio Tinto. Hein? Non, je veux... C'est à moi. Oui, excusez-moi, monsieur le secrétaire général. J'aimerais qu'on commence par le directeur. Cette question-là, allez, on va commencer par le directeur. Oui, l'exploitant. Bon, et si tu me permets, il va répondre à cette question et je reviens à vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y, monsieur le directeur. Merci bien. Je suis très heureux d'être ici. Comme vous savez tous, je suis très nouveau à Rio Tinto. Je viens d'arriver, c'est ma 3e semaine.
C'est une question très très importante, mais je pense que la question est mieux répondue par le gouvernement, pas par les partenaires industriels. Je voudrais néanmoins, parce que vous me donnez la parole, peut-être revenir sur la question qui a été posée par M. Camara pour insister peut-être sur deux choses. La première, c'est le co-développement. Je pense que le secrétaire général l'a rappelé. Il faut retenir que c'est avec l'effort du gouvernement, son leadership, qu'il a été possible d'opérationnaliser Simandou. C'était difficile de mettre les partenaires ensemble. D'abord de s'entendre pour exploiter les mines, à plus forte raison développer des infrastructures complexes. Simandou, c'est un projet minier infrastructure intégré, le plus complexe pour l'Afrique, pour tout le continent, avec à peu près 20 milliards d'investissements. Pour mettre ces partenaires qui n'ont pas les mêmes intérêts souvent, qui n'ont pas les mêmes approches, pour qu'ils travaillent ensemble, je pense que ça, c'est un progrès et un exemple innovant de travail. Cette approche, on va le voir en Afrique de plus en plus. Donc on peut s'inspirer de cette pratique-là. La deuxième chose sur laquelle je voudrais peut-être insister, c'est le contenu local. Nous sommes tous intéressés au contenu local. Ce n'est pas, de mon point de vue, seulement le nombre d'emplois créés, c'est aussi les opportunités d'affaires qui sont créées par le projet pour les entreprises nationales ou des entreprises à capitaux guinéens qui sont des sous-traitants. Aujourd'hui, aux côtés de Rio Tinto, on a 300 fournisseurs qui sont inscrits et on a investi en 2023 897 millions de dollars avec nos fournisseurs. Ça, c'est extrêmement important. Ça contribue à l'économie nationale, ça crée de l'emploi, ça donne de la capacité à ces entreprises de poursuivre. Je pense aussi qu'il faut regarder, pas cette phase de construction, qui est très limitée dans le temps, ça crée beaucoup d'emplois, mais il y a la phase d'exploitation qui va nécessiter de l'expertise, mais qui offre aussi des opportunités d'affaires. Il faut que notre secteur privé puisse se projeter sur ça. Les mines vont rester plus de 40 ans. Si on a des contrats stables, si on est fournisseur pour ce type de mines, c'est beaucoup d'affaires pendant 40 ans. Bien. Ça, c'est extrêmement important. Bien. Je suis moi-même le reflet du contenu local parce que, comme vous savez, j'ai quitté le pays il y a quelques années, mais Rio Tinto m'a amené ici pour gérer ces opérations en Guinée. Bien. Oui, monsieur le secrétaire général, par rapport à cette question. Par rapport à la transformation. La transformation. Merci pour cette question à laquelle je m'attendais, parce que à l'introduction, j'avais parlé quand même du respect des différentes conventions. Vous savez, l'une des directives claires données par le chef de l'État était effectivement cette question de transformation sur place, notamment celle de la bauxite en alumine. À date, nous avons repris toute la convention qui parle de cette transformation sur place. Et la position du gouvernement est claire. Quand vous prenez, je vais parler de la bauxite, parce que l'année dernière, la Guinée a exporté plus de 120 millions de tonnes. Et ce qu'il faut savoir dans les projets de bauxite, c'est des contrats un peu complexes. Hein. Les contrats sont un peu complexes. C'est un projet intégré. Hein. C'est la filière depuis la production jusqu'à la transformation. Maintenant, l'État, tout le monde est d'accord que pour une vraie valeur ajoutée, il faut la transformation sur place. Quelle quantité, comment, là la question. Aujourd'hui, la position du gouvernement est claire. Quand vous prenez la zone de Bofa et la zone de Bouquet, il y a plusieurs entreprises qui font l'exportation de la bauxite. Nous sommes aujourd'hui en train de dire qu'il faut prendre en compte les questions environnementales et les questions énergétiques. C'est des sujets qu'il faut prendre en compte dans le cadre du développement de l'industrie de transformation sur place. Alors, on ne peut pas faire une prolifération d'industrie de transformation sur place, mais par contre, le gouvernement n'a aucun problème pour qu'il y ait
que certaines sociétés se mettent ensemble pour construire des usines d'alumine en Guinée. Et donc, aujourd'hui, nous avons relancé ces discussions-là et c'est très avancé. Et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une entreprise chinoise qui est venue confirmer cela. Ils vont se mettre en groupement pour se mutualiser et mettre en place des infrastructures. Donc, comme dans le cas du Simandou, ils vont mutualiser les différents coûts et aussi même la gestion de ces industries. Monsieur, à vous entendre parler comme si ce n'est pas une contrainte. C'est-à-dire, les sociétés, si c'est quand elles veulent créer des industries de transformation, mais ce n'est pas dicté par la loi que pour investir en Guinée dans le secteur minier, on a besoin de la transformation. Donc, c'est quand les sociétés veulent la redevabilité. C'est celui qui a l'argent qui commande. Je suis en train de vous dire que c'est parce que le chef de l'État a haussé le ton. Il a ramené tout le monde sur la table et mettre les gens devant les obligations. C'est effectivement là l'apport du chef de l'État. 120 millions de tonnes exportées, maintenant on veut la transformation sur place, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des études de faisabilité qui sont très avancées suite au fait que le président ait tapé sur la table. Peut-être qu'au-delà de la volonté du président, il y a dans les conventions de certaines sociétés qu'arrivées à un certain niveau, elles devaient construire des raffineries. Bien sûr, et vous les avez convoquées effectivement. Exactement. Sur la base de cela, il y en a qui sont revenus vers vous avec des propositions, avec des plans même, et il y en a qui ont mutualisé des efforts. Maintenant, moi, je veux juste demander à monsieur le secrétaire général qui veut peut-être prendre la parole, c'est de compléter. Comment comprendre, parce que c'est la question du Guinéen lambda, que malgré toutes ces sociétés qu'on a, on n'a pas un revenu d'$1 milliard venant du secteur minier. Vous pouvez rectifier ainsi ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous faites pour que effectivement Simandou, qui est aujourd'hui chanté comme étant une opportunité, que effectivement cela puisse profiter aux Guinéens? Est-ce que le plan Simandou 2040, à quel niveau vous êtes par rapport à sa mise en place, tel que le chef de l'État l'a demandé? Merci beaucoup, M. Camara. Oui, effectivement, il y a une instruction que le président de la République a donnée au gouvernement à l'effet de préparer le projet de développement Simandou 2040. Donc c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui prendra du temps parce qu'il y a toute une démarche à suivre. D'abord le diagnostic à faire et puis ensuite dérouler les autres phases jusqu'à arriver à un plan qui soit inclusif et participatif parce que ça doit embrasser tous les autres secteurs compte tenu de ce qu'on appelle le lien domestique qu'il y a entre le secteur minier et les autres secteurs. Mais je voudrais par ailleurs revenir en fait sur la question de M. Camara portant sur la prise en compte de la teneur dans le cadre de la vente de la bauxite entre guillemets. Certainement, M. le secrétaire général me complétera, il y a une réforme majeure qui a été mise en place au temps du CNRD. Parce que les autorités étant conscientes du fait qu'on nous opposait des prix qui n'étaient pas réalistes d'une compagnie à une autre, qui a accès au même marché, les prix étaient différents, disparates. Donc il y a un arrêté qui a été pris dans ce sens pour mettre en place le prix de référence, qui est maintenant calculé sur la base d'un certain nombre de paramètres, y compris la teneur en bauxite. Donc ce qui permettra de réduire de façon considérable la perte qu'on a dans la déclaration des entreprises. Parce que leur chiffre d'affaires, ce n'est rien d'autre que la quantité exportée multipliée par le prix. Lorsque les prix sont minimisés, c'est le chiffre d'affaires qui est minimisé. Je prends juste un exemple, l'IS est calculé sur le profit qui est généré. Si le profit est minimisé, il va sans dire que les revenus attendus de l'État vont être minimisés. Ça, c'est des réformes qui ont été initiées, dont les résultats se feront sentir très certainement dans les mois, les années à venir. Parce qu'aujourd'hui, je le dis aussi avec l'œil vigilant de M. le secrétaire général du ministère des Mines, les prix sont validés par la partie nationale. À chaque fois que les sociétés veulent maintenant vendre, surtout le prix de la bauxite, c'est transmis au ministère de l'économie et des Finances, c'est transmis au ministère
des mines et de la géologie. Du budget également. Et nos autorités respectives, en l'occurrence les ministres, nous ont instruits de nous assurer que les informations qui sont utilisées et les paramètres qui sont utilisés sont les bons paramètres, sont les bonnes informations pour que nous puissions optimiser le prix à l'effet de maximiser l'apport de ces sociétés sur notre économie. Maintenant, il y a, pour répondre à votre question, qui est aussi liée à une question que vous avez posée au secrétaire général, puisque en tant que ministère de l'économie et des finances, nous avons quand même un rôle transversal. Nous servons aussi de sang pour, disons, alimenter les veines de notre pays à travers l'économie nationale. Donc nous veillons beaucoup sur ces aspects d'amélioration de la mobilisation des revenus qui sont tirés au niveau du secteur minier. Mais ce que vous devez comprendre, il y a toujours un délai. Un délai, lorsque les conventions sont signées, souvent il y a des questions de stabilisation fiscale, il y a des questions qui sont liées aussi à des exonérations que le SG a eu à le mentionner, qui peut porter sur 3 ans, sur 5 ans. Donc l'effet en termes de contribution en année pleine, lorsque ces exonérations sont arrivées à terme, se feront sentir plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par endroit ou sur certaines sociétés, on n'arrive pas encore à mobiliser les recettes réellement attendues parce que tout simplement pour les permettre d'amortir, parce qu'il y a quand même des investissements qui sont colossaux en termes de CAPEX. Mais au-delà de cela, M. Camara, ce qu'il faut regarder, c'est le lien domestique que le secteur minier a. Il ne faut pas, au-delà des ressources que nous tournons directement, quels sont les revenus tirés indirectement. Parce que les employés qui travaillent, les sociétés de sous-traitance qui travaillent, c'est des sociétés aussi qui sont enregistrées au niveau de la Direction générale des impôts, qui payent des impôts, qui payent des taxes. Donc à un moment donné, il faut aussi voir dans quelle mesure ces contributions sont aussi prises en compte, ce qui permettra aussi d'améliorer significativement l'apport du secteur minier au budget national. Bien. À vous écouter, l'économie guinéenne se porte mieux ou bien? Les deux cas. Mieux ou bien? Alors, vous savez, si je m'en tiens aux chiffres, je peux dire que l'économie guinéenne se porte bien. La finalité d'une économie, c'est réduire l'incidence de la pauvreté, améliorer les conditions de vie des populations. Pour améliorer les conditions de vie des populations, il faut investir dans les infrastructures. Et aujourd'hui, sur les 3 ans passés, ça passe de commentaires. Les routes qui sont construites de part et d'autre, et les infrastructures scolaires qui sont construites, et l'agriculture qui est soutenue à travers la mécanisation, à travers la mise à disposition des engrais, la protection sociale, parce qu'il ne faut pas aussi voir l'économie que les gens qui ont des capacités à se mouvoir, à être mobiles, à travailler. Il y a aussi des populations guinéennes qui ont des difficultés. Et aujourd'hui, une emphase particulière a été mise sur ces populations à travers l'ANIES, mais aussi à travers le Fonds de solidarité et d'indigence qui se trouve être logé au ministère en charge de la promotion féminine. L'économie se porte bien au regard des chiffres. Si on regarde les indicateurs macroéconomiques, je l'ai rappelé tantôt, avec un taux de croissance dans un contexte de crise géopolitique, vous le savez, le conflit russo-ukrainien, vous le savez aussi ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Vous savez que notre économie a été impactée tout récemment par l'incendie du dépôt principal de carburant. Mais en dépit de tout ça, aujourd'hui, l'approvisionnement de carburant se fait normalement. On a un taux de croissance qui est au-delà de 5% et les perspectives nous permettent de nous s'attendre à un taux de croissance de 2 chiffres. Un contexte inflationniste, on arrive quand même à maîtriser l'inflation autour de 10%. Un taux d'endettement qui est aux alentours de 40%. Pour la normale, c'est combien? La normale, au niveau de la convergence, c'est 70%. Au niveau de la convergence... On est beaucoup en deçà.
Hein? On est beaucoup en deçà. On est beaucoup en deçà. Et le Sénégal qui est à côté est à 80%. Je ne dirais pas que l'endettement n'est pas bien parce qu'à un moment donné, il faut s'endetter pour faire de gros investissements. Mais il faut que l'endettement se fasse de façon effectivement. intelligente. On va prendre Et si vous permettez, question, et si vous permettez, parce qu'ils ont soulevé une question qui est assez importante, monsieur le directeur général de Rio Tinto, la question des opportunités de Simandou, c'est aussi l'emploi. Et il y a la question de l'adaptation entre la formation que nous donnons aujourd'hui et les opportunités qui vont se créer. Est-ce que dans la formation de ce projet Simandou, il y a une prise en compte du volet formation des jeunes Guinéens? Il y a le centre Simandou effectivement qui est prévu et tout ça. Je voudrais vraiment avoir un commentaire des deux représentants, mais aussi au niveau du ministère des Mines, savoir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en termes d'assurance pour apaiser ce secteur-là et rassurer davantage les partenaires pour que les investissements qui sont annoncés puissent effectivement venir au pays. Oui, on va faire le tour parce que là, on n'a pas assez de temps, on n'a que 2 minutes. Je prends la parole. Je crois que la question, elle est pertinente, il fallait la poser avant la fin de... On parle aujourd'hui de contenu local. Pour que les Guinéens occupent les postes, il faut qu'il y ait la capacité, il faut qu'il y ait la formation. Je vais vous donner quelques données sur Simandou. 20% des revenus issus des mines et des mines vont être alloués à la formation. Ça, c'est une décision du président de la République. 5% de la gestion de la Trans-Guinée vont être aussi utilisés pour la formation, pour le renforcement de capacité. Ça aussi, c'est une décision ça, c'est dans les accords. Bien. Voilà. Donc, je donne juste ces 2 chiffres-là pour voir que... Malheureusement, nous ne pourrons pas faire le tour de table. Kernon Bonnet, Amadou Bonnet, on est déjà pris par le temps. On aurait aimé quand même... oui, mais malheureusement, on est pris par le temps, honnêtement. En tout cas, merci, docteur Mahamoudou Touré. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Merci de répondre à notre question. Merci à M. Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère des Mines. Merci M. Ismaïl Gakité, qui est le représentant du Unim Consortium Simandou et président de la Chambre des Mines de Guinée. Merci également à M. Aboubakar Koulibaly, qui est directeur général de Rio Tinto. Merci. Merci, Aboubakar Junior. Merci. Merci, Oumou Diallo. Merci, Bonnet, qui n'a pas quand même eu de réponse. Hein. On va aller comme ça. Merci à vous, chers téléspectateurs. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Allez, on va remettre ça à la prochaine. Merci à vous, téléspectateurs. Restez en notre compagnie tout à l'heure. Un autre plateau, cette synergie se poursuit avec l'URTELGUI et le ministère de l'Information.